Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir convié à votre conclave, Eremo. C'est un plaisir pour moi. C'est la première fois que j'interviens ici. Et je dois dire que c'est un plaisir doublé par une envie d'essayer, à la demande de mon ami Giovanna, d'essayer de présenter d'une manière un petit peu factuelle ce qu'est la situation en Tunisie, d'après moi. Donc, c'est un point de vue totalement subjectif. Il ne prétend aucunement ni à un caractère scientifique, ni au jugement d'autorité, c'est ce qui se passe, mais c'est vraiment un point de vue personnel sur cette situation, ce pays qui est le mien et qui m'a façonné auquel je suis très attaché. Alors, je vais commencer par l'interrogation qui termine la fiche de présentation de cette journée et qui a eu pour intitulé La Tunisie, la victoire de l'État de droit, point d'interrogation. Et je cite à la fin de cette fiche-là, au fond, je cite, la Tunisie, exception arabe entre guillemets, ne serait-elle pas en train de devenir un pays comme les autres, avec ses défis, ses batailles, ses victoires politiques et sociétales, je dirais, j'ajouterais, ces petites guerres mesquines et politiciennes. Bon, et point d'interrogation. Et la question, c'est quel autre? Est-ce qu'il s'agit des pays arabes ou les pays démocratiques occidentaux? Et quelle normalisation? Giovanna t'a parlé de situation normale. Quelle normalisation? N'est-ce pas là que réside effectivement l'interrogation? La Tunisie, en dépit de la géographie, est-elle sortie suffisamment de l'orbite des pays qu'on qualifie despotiques, entre guillemets, pour connaître les mêmes problèmes que les autres sous-entendus les pays démocratiques? On peut même affiner davantage la question en différenciant dès lors qu'on se base sur l'acquis communautaire ou les critères de Copenhague qui sont les bases de l'Union européenne. On pourrait même distinguer les démocraties dites libérales des démocraties dites illibérales. Questionnement, même si on doit constater, vous et moi, aujourd'hui, le recul général de l'état de droit, y compris dans les démocraties les plus anciennes, comme l'illustre la gestion sanitaire de la pandémie, contre le séparatisme en France, la loi de sécurité globale et plus les autres. Donc la Tunisie, oui, elle se trouverait en quelque sorte dans une zone grise, un entre-deux, ni totalement despotique, ni suffisamment démocratique, plutôt comme en suspens, inachevée, hésitante, en souffrance, dans l'expectative, sous les effets de l'évolution des rapports de force politique, des jeux et des acteurs, aussi bien nationaux, mais aussi qu'internationaux, car l'international, quand en Tunisie, il a un impact direct, contrairement d'ailleurs à l'impression que les Tunisiens ont, y compris moi, d'un autocentrisme absolument désolant. On pense que le monde tourne autour de la Tunisie et que le monde n'existe pas, en quelque sorte. On ne pense pas au monde, on pense qu'à nous. Et certains parlent même d'une démocratie inachevée, imparfaite. Alors, mon intervention va aborder d'une manière très modeste, dans un premier temps, la situation politique, qui est marquée depuis l'avènement de la Révolution par un climat permanent de tension sur fond de crise économique et de fractures régionales grandissantes, ainsi que des mouvements sociaux, c'est mon deuxième point, et par aussi l'émergence des questions sociétales, mon troisième point, et je terminerai par quelques éléments de réflexion sur ce que d'aucuns intitulent encore la transition tunisienne. Alors, la situation politique, je vais être rapide, mais en même temps, ne sachant pas à quel public je m'adresse, j'ai essayé de donner quelques éléments chiffrés pour pouvoir planter le décor d'une manière un peu plus concrète. Alors, je vais essayer de résumer la situation politique en 10 points. Tout d'abord, elle est caractérisée, et vous l'avez traité ce matin par l'intervention de Nadia Charban, excellente intervention, elle qui a vécu de l'intérieur le processus et aussi de l'extérieur. Donc, une nouvelle constitution globalement démocratique. Je le dis globalement démocratique, elle a été adoptée le 26 janvier 2014, après 3 ans
de rudes discussions, de tensions, voire plus, violence, car il y a eu des assassinats entre-temps, mais aussi des opérations terroristes qui sont apparues pour la première fois en 2012. Donc, mais cette constitution est aujourd'hui très critiquée, en particulier en ce qui concerne les volets qui se rapportent au régime politique, à l'architecture constitutionnelle, plutôt au régime, parce qu'elle a donné en quelque sorte un régime qu'on peut qualifier de semi-parlementaire. Semi-parlementaire, semi-présidentiel. On peut y revenir, et Nadia, si elle est encore là, elle peut encore peut-être intervenir pour expliquer c'est quoi ce régime un peu bâtard à nos yeux qui est sorti de cette constitution. Donc la critique porte principalement sur les institutions, pas sur le volet liberté, encore que, on peut y revenir. En outre, cette nouvelle constitution qui a marqué la décennie a vu la création d'un seul contre-pouvoir, si vous voulez, d'une seule institution, c'est l'institution électorale. Tous les autres contre-pouvoirs, et notamment la Cour constitutionnelle, comme les instances indépendantes, n'ont pas été créées. Voilà un premier fait qui caractérise la situation politique en Tunisie, des dernières décennies. Deuxième point, les dernières décennies ont connu 6 élections majeures. Jamais vu. C'est comme si, depuis Carthage. Hein. Donc, on a connu d'abord l'élection de l'Assemblée nationale constituante, le 23 octobre 2011. Ensuite, quelques années après, on a connu 2 élections présidentielles et législatives en 2014 et 2019, des élections municipales en 2018, et toutes ces élections se sont globalement déroulées pacifiquement. Et les résultats ont été acceptés par tous les intervenants. Le droit de vote est garanti, l'abstention est forte, mais le mode de scrutin est en débat. C'est un mode de scrutin qui a été adopté pour la Constitution, qui est un mode de scrutin à la proportionnelle intégrale au plus fort reste, et qui a été maintenu parce qu'il arrange beaucoup d'acteurs, notamment le parti islamiste. On peut y revenir là-dessus, sur le mode de scrutin. Troisième point de la situation politique, c'est que la Tunisie a connu 3 alternances politiques pacifiquement. La première en 2011, celle qui a marqué la victoire des opposants d'hier de Ben Ali. Et à l'époque, le parti de Ben Ali, le Rassemblement constitutionnel démocratique, en fait, les responsables de ce parti ont été interdits à se présenter aux élections de l'ANC, de l'Assemblée constituante, et qui a donné, cette alternance a donné naissance au gouvernement de la Troïka, tel que Nadia vous a exposé la question, dominé par le parti islamiste. Mais ce qu'on constate, c'est que le bilan de cette Troïka a été calamiteux, même si la Troïka et le parti islamiste se targuent d'un mandat couronné par l'adoption de la Constitution en 2014. Après tout, la Constitution a été adoptée à l'époque de la Troïka. Donc, la deuxième alternance pacifique, c'était en 2014. C'est la victoire d'un attelage qu'on peut qualifier de centriste ou moderniste, enfin, je le mets toujours entre guillemets, autour d'un personnage qui malheureusement maintenant est décédé, M. Beji Qaed Sebsi, qui est en fait une personnalité qui marque la période de la lutte pour l'indépendance et post-indépendante immédiatement. C'est pas une personne. Il a à l'époque 85 ans. Oui, 89 ans, pardon. Et même plus, 89 ans. Et puis, ce n'est pas un parti, c'est un attelage qui s'appelle Nida Tunis, qui était composé de 4, comme il définissait à l'époque, 4 piliers, les historiens, c'est-à-dire les anciens bourguibistes ou bénalistes, si vous voulez, des syndicalistes, deuxième pilier, des personnalités de gauche, car il y a une partie de la gauche qui a rallié Beji Qaed Sebsi pour former cet attelage-là, dit centriste moderniste, et puis des indépendants, des personnalités dites indépendantes, avec un résultat, c'est que cet attelage, en fait, n'exprime pas réellement une volonté manifeste de réformer le pays. Son bilan est plutôt mitigé, et surtout une déconfiture politique et électorale mémorable en 2019. C'est quasiment, il a totalement disparu, presque totalement disparu de l'échiquier politique, alors qu'il était vraiment attendu pour avoir un avenir
beaucoup plus durable et glorieux. En 2019, c'est plutôt la victoire des candidats non affiliés aux partis politiques à la présidentielle. Les deux finalistes des élections présidentielles, ce sont des finalistes qui ne sont pas partisans, qui sont des indépendants, entre guillemets, enfin des gens qui n'ont jamais appartenu à un parti politique, ou très peu. Ils n'ont pas une barrière politique qui les présentait, mais dans les élections législatives, c'était la victoire des islamistes et des populistes aux législatives de 2019. Vous voyez comment l'échiquier politique a terriblement changé en très peu de temps. Nous avons connu des élections municipales en 2018 qui ont été marquées par une très forte abstention. Seul le tiers des Tunisiens en âge de voter ont voté, tiers. Enfin, des inscrits, je parle. C'est pas... Et il y a eu même la victoire des listes dites indépendantes en nombre. Les listes indépendantes sont arrivées au premier plan en nombre de votants, mais la majorité des mairies sont revenues au parti islamiste. C'est un paradigme. Caractéristique de ces trois alternances, si vous voulez, c'est que globalement, les alternances ont profité aux forces non démocratiques. C'est un paradoxe tunisien. Nous avons fait une révolution, enfin les Tunisiens ont fait une révolution, qui est censée être démocratique, mais la gestion de la période de dite transition démocratique, elle est gérée par des forces non démocratiques, sur lesquelles je peux revenir après. Je n'ai pas dit que conservatrices, je dis bien non démocratiques. Quatrième point de la situation politique, c'est que pendant ces 10 ans, nous avons connu, la Tunisie a connu, une instabilité gouvernementale chronique et un pouvoir fragmenté. Depuis le début, la Troïka n'existe pas parce que la Troïka politique qui a existé à l'époque, au lendemain des élections de 2011, c'est devenu une Troïka institutionnalisée. Et je vais expliquer comment. Alors, l'instabilité gouvernementale, on peut l'illustrer par ces chiffres. 9 gouvernements, pas moins de 9 gouvernements en moins de 10 ans. 314 ministres, dont 234 ministres et 80 secrétaires d'État, seulement 42 femmes sur les 300. Vous voyez comment il y a 13% seulement de femmes ministres, sans compter les conseillers du chef de gouvernement, le conseiller du président de la République, qui très souvent ont le statut de ministre ou secrétaire d'État. Et le pouvoir apparaît fragmenté. Pourquoi? Je reviendrai à la question de notre cas, parce qu'il est affaibli par un conflit triangulaire entre les trois dettes de l'État, les trois têtes de l'État. D'une part, la présidence de la République, d'autre part, la présidence de l'Assemblée et enfin, la présidence du gouvernement. Et c'est là pourquoi portent le plus souvent les critiques les plus dures à l'égard de la Constitution de 2014. On a d'une part un président de la République, l'actuel, hein, M. Kais Saïed, qui se manifeste par un activisme qui cache mal son impuissance, parce que la Constitution ne lui a pas donné les pouvoirs présidentialistes dont disposait par exemple Ben Ali avant, ou même un président de la République française. C'est un président qui a peu de compétences. Les deux domaines de compétences qu'il a, c'est les relations extérieures du pays et la sécurité nationale. Et là, il y a même un débat, c'est-à-dire en gros l'armée, puisqu'il est le chef des forces armées chez nous. Mais même si sur ces compétences-là, il est même chahuté par le président de l'Assemblée, M. Raj Ghanouchi, qui est le président, le chef du parti islamiste, et qui développe ce qu'il appelle lui la diplomatie populaire. Il se permet d'aller en visite en Turquie, ailleurs, pour faire des affaires étrangères. D'une part, et nous avons d'autre part un Parlement présidé par le même Raj Ghanouchi aujourd'hui, qui est traversé par divers courants. Aujourd'hui, je parle, populistes pour la plupart, qui se regroupent autour des recommandements de circonstances, mais sous la houlette de Nada. De Nada aujourd'hui. Et puis ce Parlement a vraiment fait dégoûter les Tunisiens de la démocratie, et notamment la démocratie parlementaire, parce qu'il se donne un spectacle affligeant, que ce soit à travers les débats parlementaires, de l'inconsistance des députés passant d'un groupe à l'autre au gré des circonstances, et surtout, au plus offrant,
un homme d'affaires actuellement en prison, prétend avoir acheté un groupe de 30 députés de l'actuelle Assemblée. Donc, c'est à ce point. Il y a aussi des renversements d'alliances qui se manifestent d'une manière non expliquée, non logique. Bref, tout ceci concourt à dévoyer le suffrage universel et à écurer les Tunisiens, un comportement sans foi ni loi, érigé en mode de gouvernance qui décrédibilise les partis et qui prétendent exercer le pouvoir. Le sentiment anti-parti en Tunisie a atteint un degré intolérable, ce qui n'est pas bon pour la démocratie, je vous le dis tout de suite. Même si les partis sont mauvais, une démocratie sans parti, je n'en connais pas personnellement, sauf les populistes, on connaît beaucoup d'autres. Et le Parlement est devenu, qui est détenteur de l'essentiel du pouvoir en Tunisie, est devenu en quelque sorte, au fil des années, une institution perçue comme arbitraire, parce qu'elle n'est pas aux mains de quelques présidents de partis forts de leur seule légitimité électorale et agissant en dehors de tout contrôle. La Cour constitutionnelle est toujours dans les limbes et même aujourd'hui, elle est menacée par un projet de loi qui vise à soumettre son mode de désignation au calcul des principaux groupes parlementaires. Et puis enfin, dans ce triangle des crises en Tunisie, on a le président du gouvernement ou le gouvernement qui est réduit à composer avec l'Assemblée parce le gouvernement tire son légitimité de l'Assemblée et à se prémunir des injonctions et focades de la présidence de la République. L'actuel chef de gouvernement a été désigné par le président de la République, mais il a retourné sa veste contre le président de la République pour pouvoir garantir une majorité qui le soutient à l'Assemblée et qui gère, en fin de compte, qui est condamné à gérer que les affaires courantes. Souvent, d'ailleurs, d'une manière arbitraire et répressive. Et des récents événements sociaux en Tunisie l'ont démontré. Cinquième point de la situation politique, c'est la prégnance de l'islam politique qui a dominé la vie politique pendant la dernière décennie. Non seulement Nahda s'est maintenue au pouvoir, au gouvernement, mais elle a maintenu une position centrale dans le paysage politique. La vie politique s'organise et se structure autour de ce mouvement, soit pour, soit contre. Ça, c'est un fait majeur. Et donc, le deuxième point de cette prégnance de l'islam politique, c'est, d'abord sur ce point-là, même si ce mouvement-là a connu une baisse constante au fil des années, au fil des élections. Je vous donne un chiffre. En 2011, il a obtenu 1 500 000 voix sur une population de 11 millions à l'époque et une population en âge de voter de l'ordre de 8 800 000 et une population inscrite, parce que inscrite au registre électoral, de 4 500 000. Donc à peu près le tiers des inscrits. Mais 15% des Tunisiens en âge de voter. Donc c'est pas dans ce sens la question de dire est-ce qu'ils sont majoritaires, non, y compris par les élections. Ils ne représentent que 15% des Tunisiens en âge de voter et 30%, 33% des inscrits à l'époque, en 2011. Mais en 2014, ils ont perdu 40% de leurs voix et en 2019, 63%. C'est-à-dire en 2019, ils ne représentent que 500 000 voix. Vous voyez, donc la chute est considérable en 10 ans. Et pourtant, ils maintiennent leur position de pouvoir. Ils maintiennent. Troisième élément de la prégnance de l'islam politique, c'est la violence des groupes salafistes et djihadistes, les attentats, les assassinats, qui ont marqué non seulement l'année a débuté en 2012, mais 2013 les assassinats, mais ensuite, après, rappelez-vous, 2014, Bardo, Sousse, 2015, etc., etc. Ce n'est que ces dernières années où la situation s'est relativement stabilisée, même s'il reste des poches terroristes. Mais l'élément le plus important, c'est que pour tout gouvernement tunisien, et pour tout Tunisien qui espérait que cette transition soit pacifique et apaisée, la situation de la violence djihadiste a obligé l'État à revoir les priorités. La sécurité est devenue la préoccupation principale, reléguant, voire oblitérant les autres priorités, notamment économiques, sociales. Et là, j'ouvre une parenthèse, je vous donne simplement
un chiffre, le budget de la Tunisie, à l'époque, consacrait peu à la sécurité. Le budget de la sécurité a été multiplié par 2 ou 3, si ma mémoire est bonne, je peux revenir aux chiffres, c'est immense. Au détriment de quoi? Au détriment des autres postes, l'éducation, l'hôpital, la presse, etc. Et je dois dire aussi qu'on n'a pas été aidé, y compris par ceux qui se disent nos amis, qui veulent défendre la démocratie. Je peux y revenir après. Mais ce qui est grave aujourd'hui, c'est que, apparaît plus grave encore, vous savez, excusez-moi si je dessine un tableau un petit peu noir, mais par réalisme, pas par désespoir, je ne suis pas encore désespéré, heureusement. Le plus grave, c'est que l'émergence de mouvements comme Etilef el-Karam, la coalition de la dignité, qui est une espèce de groupe proto-fasciste islamisant et qui a introduit la violence dans un paysage politique qui jusque-là reste relativement pacifié. Et plus généralement, nous constatons un vent populiste qui souffle dans tous les sens. Il y a les islamistes d'un côté, mais il y a aussi un vent populiste qui nous vient des nostalgiques de l'Ancien Régime, représenté par une dame d'une forte personnalité qui s'appelle Abir Moussi, qui a créé un parti qui s'appelle le Parti libre d'historiens, mais aussi d'autres paysages. Hein. Il y a Makhlouf, il y a des créatures médiatiques de populistes comme Safi Saïd, encore, etc. Et ces phénomènes risquent vraiment de saper les acquis qui ont résisté jusque-là à toutes les régressions. Ça, c'est le 5e point, c'est la prégnance de l'islam politique. 6e point, c'est que la Tunisie a quand même connu un climat de liberté. Là, je vais donc être un peu plus positif par les multiplications des partis politiques, les associations, par une relative, vers une réelle liberté d'association, de liberté de création et d'expression. Je vous donne quelques chiffres très rapidement. Selon le Centre d'information et de la formation et des études de la documentation sur les associations IFAD, s'appelle, le nombre d'associations au 13 avril 2021, c'est-à-dire il y a passé longtemps, s'élève à 23 916. C'est un chiffre qui a doublé par rapport à 2011. Doublement, carrément. 32% se trouvent dans la région de Tunis, 4000 associations culturelles, 2600 sociales, 600 s'occupant de l'environnement, 834 s'occupant de la citoyenneté, jeunesse 211, féministes 211, etc. Il y a même des associations dont l'objet est de s'occuper des étrangers et sont même créées par les étrangers, sous des conditions de la loi, bien sûr. Ce qui est nouveau. Un autre chiffre, le nombre de comptes Facebook en Tunisie en 2021 est de 7 650 000. 56% de la population est connectée à Facebook, selon l'agence Medianet, dont 57% d'hommes, 42% de femmes. On compte pas moins de 5 400 000 comptes Messenger, 2 360 comptes Instagram. D'ailleurs, c'est intéressant, les comptes Instagram, il y a égalité hommes-femmes, et la majorité de ceux qui sont connectés sont entre 13 et 34 ans. Et 2 380 000 de comptes WhatsApp, etc. Et d'ailleurs, ça pose un problème aujourd'hui, les médias sociaux en Tunisie, car comparé un peu partout, c'est que ça fausse la donne du débat public. C'est des médias qui sont porteuses de toutes les fausses nouvelles, les insultes, etc. Un autre élément qui montre qu'il y a quand même un climat de liberté, relative liberté, c'est que déjà, le 15 juin 2011, selon le ministère de l'Intérieur, le nombre de publications autorisées à apparaître, parce qu'à l'époque, on autorisait à apparaître, depuis le 14 janvier, c'est-à-dire du 14 janvier 2011 au 15 juin 2011, le nombre de publications autorisées s'est élevé à 112 en quelques mois. Ce chiffre a certainement augmenté depuis, mais la durée de ces publications-là sont souvent courtes, pour ne pas dire éphémères. Aujourd'hui, par exemple, si je décris le climat médiatique en Tunisie, nous avons 2 chaînes publiques, 15 chaînes privées télé, 2 chaînes publiques télé, 15 chaînes privées commerciales. Nous avons
4 radios nationales publiques et 6 régionales publiques, mais nous avons 25 radios commerciales, 10 radios associatives et 5 même émettent sans autorisation. Quant aux médias électroniques, nous disposons aujourd'hui au moins de 24 sites en langue française, excusez du peu, et 10 en langue arabe. Mais, il y a un mais, il reste à revoir et à faire une refonte totale du cadre juridique qui date d'avant 2011, tout ça, de l'exercice des libertés d'expression, d'information et de publication, et ce, cependant, est nécessaire. De même pour la liberté de réunion et de manifestation pacifique, qui demeure jusqu'à aujourd'hui régie par une loi qui date de 1969, c'est-à-dire bien avant la Révolution et même à l'époque de Bourguiba, et qui accorde des prérogatives exorbitantes au pouvoir exécutif. Il y a aussi une liberté de création qui a marqué cette période, qui a donné lieu à des belles réalisations culturelles. Regardez le renouveau du cinéma tunisien, la production des livres en Tunisie, elle augmente considérablement, la musique, le théâtre, la littérature, etc. Donc, c'est un élément. Le climat de liberté a marqué aussi cette période, disons. Cependant, septième point de cette situation politique, c'est qu'il y a une persistance de dispositions liberticides et rétrogrades. Du simple fait, je dirais que pour pouvoir appliquer la Constitution telle qu'elle a été adoptée sous au moins ces chapitres relatifs à la liberté, il faut mettre à jour tous les textes juridiques qui existaient auparavant. C'est un travail monumental. Je peux vous dire qu'il y a déjà une proposition de loi qui vise à mettre à jour tous ces textes. Mais il y a énormément de résistance pour qu'elle ne passe devant l'Assemblée. Parce qu'on va pas. Mais c'est déjà un travail qui a été fait par des experts en prix revenus. Ce qui caractérise cette situation, ces dispositions liberticides et rétrogrades, un fait, premier fait, la Tunisie a vécu pratiquement depuis 2011 sous un régime d'exception régi par un texte de 1978 qui réglemente l'état d'urgence et qui pose bien des problèmes au regard de l'actuelle Constitution. Simplement, le texte de 1978, ce décret, a été fait par Bourguiba, à l'époque de Bourguiba, pour contrecarrer le mouvement syndical, pour réprimer le mouvement syndical qui a organisé la première grève générale à l'époque pour protester contre la politique du gouvernement. Et ce texte-là est encore valable jusqu'à nos jours. Il est même renouvelé régulièrement, l'état d'urgence est même renouvelé régulièrement jusqu'à aujourd'hui par le président de la République, parce que c'est le président de la République qui renouvelle l'état d'urgence. Il confère, c'est ça la caractéristique, un pouvoir discrétionnaire pratiquement sans limite aux forces de sécurité qui, bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, source de violations de toutes sortes, mauvais traitements, torture, arrestations arbitraires, non-respect du domicile, ben, bref, et correspondance. Et même si on constate qu'en 2016, il y a eu, disons, une amélioration du cadre juridique de la garde à vue en 2016 au bénéfice des prévus avec la présence d'un avocat. Mais grosso modo, cette situation d'état d'exception est source de violations évidentes, considérables des droits de l'homme en Tunisie et source donc de non-poursuite de l'impunité, un sentiment d'impunité qui règne et qui enrage, qui fait enrager les jeunes, ils ont raison. Autre point sur autre élément pour, pardonnez-moi, parce que je suis en train d'essayer de me rappeler mes notes, point sur la persistance des dispositions liberticides et rétrogrades. La liberté de conscience est garantie par la Constitution, c'est un fait. Mais en pratique, elle est complètement contrecarrée par des textes réglementaires qui existaient avant, mais qui n'ont pas été annulés. En tout cas, au moins, remplacés par de nouveaux textes. L'égalité homme-femme est contrecarrée par de nombreux textes, finement d'ailleurs analysés par l'excellent rapport de la COLIB, la Commission des libertés individuelles et de l'égalité, qui a été instauré à l'époque du président, feu président Béjékat Sebti, présidé par notre ami Bouchra El Haj Yahya, et qui a rendu
public que vous pouvez trouver, y compris en français, et qui analyse parfaitement, d'une manière fine et détaillée, les textes qui rendent pas possible cette égalité hommes-femmes et sur les questions de liberté individuelle, notamment en matière d'héritage, mais pas que, parce qu'on a parlé que l'égalité à l'héritage, mais il y en a d'autres. Quelques éléments positifs pour cette période s'agissant des libertés. D'abord, l'adoption d'une loi relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes en 2017, mais qui malheureusement n'a pas encore été traduite dans les faits. Donc, ça reste un texte sans effet immédiat, en quelque sorte. La loi relative au passeport, qui a été amendée pour supprimer une inégalité scandaleuse de traitement entre les deux parents en ce qui concerne le voyage de leurs enfants mineurs. En gros, la femme n'a pas le droit. Mais ça a été rectifié. Et puis, un texte très symbolique mais important, qui est l'abrogation de la circulaire du 5 novembre 1973 et qui interdisait le mariage des musulmanes avec les non-musulmans. Et ça, c'est un point qui est... Huitième point de paysage, enfin de la situation politique, j'en ai encore trois, j'arrête. C'est un paysage partisan des partis politiques éclaté et immature. D'abord, ces 10 dernières années ont vu un développement débridé du nombre de partis. Il y en avait quelques dizaines, reconnus avant, à l'époque de Ben Ali. Maintenant, on a plus de 240 partis. 240. Donc, et dont la plupart, évidemment, n'ont pas d'activité réelle, se contentant de se présenter aux élections parce qu'il y a un financement généreux en matière électorale en Tunisie, on peut y revenir. En réalité, seule une trentaine de formations politiques sont réellement actives, et ce paysage partisan s'est atomisé, s'est émietté à l'épreuve des urnes au fil des élections successives, et on peut constater aujourd'hui à l'Assemblée la présence de uniquement 11 formations seulement qui comptent des députés à l'Assemblée, un ou plus. Donc 11, donc. Sur 240, il y en a 11 qui sont inégalement représentés à l'Assemblée. Neuvième point de la situation politique, le renouveau de la société civile, déjà illustré par le nombre grandissant d'associations, mais aussi qualitativement par une répartition géographique plus étendue à l'intérieur du pays, par le développement de secteurs d'activité à des domaines jusque-là restreints par les autorités dictatoriales, tels que le féminisme. On compte pas moins de 200 associations féministes aujourd'hui en Tunisie, les droits civils et politiques, les droits de l'homme, mais aussi concernant les étrangers, et l'environnement qui existait avant, mais aujourd'hui, on note un développement. Je reviendrai après sur les thématiques du climat et l'environnement. Nadia a dit quelques mots sur la Constitution. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que les composants de la société civile aujourd'hui, ou plutôt le mouvement civique, ne semblent pas, pour l'instant, aujourd'hui en mesure d'impulser des mobilisations d'envergure comme celles qui s'étaient épargnées notamment en 2013, 2014, et qui ont soutenu le quartet, qui a obtenu donc, le prix Nobel dans le dialogue national. Le quartet, je rappelle, c'est la centrale syndicale UGT, Union générale des travailleurs de Tunisie, l'Union tunisienne pour l'industrie et le commerce, c'est le patronat, le Conseil de l'ordre des avocats et la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme. Donc, c'est un constat qu'on peut faire aujourd'hui. Cependant, le JTT, la centrale syndicale, principale organisation syndicale, qui revendique de plus de 500 000 adhérents, continue de peser de tout son poids et d'être considérée comme un recours démocratique, est un arbitre ultime, rôle qu'elle a su tenir par le passé. Mais aujourd'hui, elle apparaît affaiblie, a trop fréquenté les coulisses politiciennes. Sa direction actuelle peine à encadrer les mouvements sociaux. Elle n'en demeure pas moins un acteur clé, quand bien même les apprentis sorciers de Nahda comptent sur les nervis d'Al-Karama pour les déstabiliser. Enfin, deuxième point de la situation politique, et je passerai au grand 2 après, c'est ce que je peux appeler un climat de restauration qui apparaît aujourd'hui en Tunisie. Ce climat est alimenté par plusieurs éléments. D'abord,
l'hypothèque que font peser les différents courants populistes sur la démocratie naissante. Il y a d'un côté l'activisme, comme je l'ai appelé, de Tilaf al-Karam, ce groupe qui incarne l'aile radicale de l'islamisme, une sorte d'attelage déterminé à entraver le processus de sécularisation du pays, à revenir sur le compromis constitutionnel, je mets entre guillemets de 2014, car il y a bien eu un compromis constitutionnel en 2014. Oui, je vois que le temps passe vite parce que j'ai laissé... et qui mobilise toutes ses ressources de la contre-révolution à défendre un ordre moral plus rétrograde, etc. Et de l'autre côté, il y a le Parti d'Historia Libre, présidé par Abir Moussi, qui a une seule obsession, c'est éliminer les frères musulmans. Aujourd'hui, elle compte 16 députés, mais en réalité, les sondages lui donnent des victoires écrasantes pour les prochaines élections. Voilà donc le schéma politique. Très rapidement, parce que je sais qu'il ne me reste que 5 minutes à peu près, j'ai voulu traiter de deux questions. Non, la première question. Kamal, Comment? Oui. Ça, hein. Tu as plus que ça. Tu peux relax. Tu peux aller Bon, un peu plus lentement. Je voulais simplement. D'accord. Voilà. Tu as jusqu'à 17 heures, disons maximum. Combien? 17 heures. Ok, bon. Donc, ça me laisse un peu de temps. D'accord, merci beaucoup. Je voulais simplement dire que ce climat politique se déroule en fait sur un fond économique social. Jamais, et c'est ce que je voulais restaurer très rapidement. C'est-à-dire que même si l'impression qu'on avait et qu'on a malheureusement eu pendant un certain moment, qu'en réglant le politique, on va régler le social et l'économique. Voilà. Mais en fait, dès le départ, sur le plan économique, nous vivons une crise parce qu'en fait, Ben Ali nous a légué un pays en crise. Ce n'est pas un pays qui était prospère, comme certains prétendent le dire. Et ces crises-là, dans différents secteurs, évidemment. Et on voit bien que dès le départ, mais aujourd'hui on le constate davantage, que notre tissu industriel est en train de se désagréger. La part, par exemple, de l'industrie dans le PIB ne cesse de décroître. Elle était de 20% en 2016, elle est de 16,5%. Aujourd'hui, elle est autour de 16%, même un peu moins. Depuis le départ, nous avons une panne des investissements privés, car la relance de l'investissement productif se limite uniquement au secteur public, avec, pour axe essentiel, et moi j'étais ministre, je sais de quoi je parle, l'axe essentiel, c'est le déblocage du projet en souffrance, depuis parfois une dizaine d'années. J'ouvre une parenthèse, quand on a fait l'état des projets qui sont en souffrance depuis 2008, bien avant la Révolution, à 2015, on a trouvé l'équivalent de 10 milliards de dinars, c'est-à-dire d'à peu près 3 milliards d'euros d'aujourd'hui. De projets qui ont été budgétisés, mais non réalisés. L'argent existe, mais n'ont pas été mis en œuvre pour des raisons différentes, notamment pour des raisons foncières plutôt, parce que nous n'avons pas engagé une ferme foncière, et puis pour des raisons aussi de corruption, etc. Bien, donc plusieurs facteurs peuvent expliquer la part des investissements privés. Plusieurs. Et jusqu'à aujourd'hui. D'abord, le déficit de l'état de droit. La Tunisie n'est pas totalement un état de droit, sur bien des plans. Et donc, c'est une source d'angoisse pour un investisseur, notamment privé en tunisien ou étranger. Ensuite, il y a la complexité administrative. Nous vivons encore sous vraiment la tutelle d'une bureaucratie étoffante, ridicule par moments. Pour obtenir un papier ou deux, c'est la croix et la bannière. L'insécurité judiciaire aussi, c'est un facteur. Nous n'avons pas un État qui assure une sécurité judiciaire. La corruption endémique, évidemment, et l'économie de rente sur lequel on peut revenir. Bien entendu, il y a d'autres facteurs qui sont très importants, mais qui n'apparaissent pas, c'est le sous-développement financier, des infrastructures financières. Prenez la carte de la Tunisie et essayez de marquer le nombre par exemple, des distributeurs de billets. Vous allez les trouver essentiellement dans les zones touristiques, dans les grandes villes. Mais si vous regardez à l'intérieur,
vous aurez du mal à trouver un distributeur automatique. C'est aussi simple que ça. Sans parler des infrastructures qui permettent aux privés de venir investir, l'infrastructure publique, mais aussi des hôtels. Un hôtel 3 étoiles. Le Kef, qui est une ville formidable, un verbe d'histoire et plus que d'histoire et de culture. Vous ne trouvez pas un hôtel 3 étoiles dans cette ville merveilleuse du Kef, qui se trouve dans le nord-ouest de la Tunisie, à côté de la frontière algérienne, et qui était le berceau de la résistance des résistants algériens quand ils combattaient pour leur indépendance. Alors, ça, c'est d'une part. Et d'autre part, nous avons un système fiscal obsolète, inégal et inefficace. Il faut le reconnaître aussi, ce qui explique notre situation en partie dégradée économique. Nous avons aussi un syndicalisme qui n'est pas su se renouveler. C'est un syndicalisme plutôt corporatiste et qui ne concerne pas uniquement que le GTT, qui concerne aussi les syndicalismes des classes moyennes, les médecins, les pharmaciens, les avocats. Les avocats ont un poids considérable en Tunisie. Ils se sont toujours opposés à une réforme fiscale concernant le statut des avocats aujourd'hui en Tunisie. Toujours. Et ils continuent à le faire. Et quand on voit, analyse bien leur présence à l'Assemblée, mais ils représentent pratiquement le tiers des députés, un peu moins. Il y a au moins 40 ou 50 avocats qui sont députés. Vous voyez comment la puissance de... Et globalement, la Tunisie perd de sa compétitivité. Le modèle qui a été choisi, c'était un modèle exportateur, le phosphate, le textile, etc. Un autre élément qui se dégrade de plus en plus, c'est les comptes publics qui sont mis à mal. Les dépenses progressent 4 fois plus que les recettes en Tunisie. Le déficit budgétaire enfle année sur année. Les salaires de la fonction publique représentent 65% des dépenses de l'État. En 2010, on comptait à peu près 400 000 fonctionnaires, en gros, et apparentés. En 2019, on compte le double, pas moins le double. Vous voyez, donc il y a un enflement total de la fonction publique, mais qui n'a pas correspondu à des recettes supplémentaires ou à des activités, à des ressources supplémentaires. Et puis, il y a quelque chose qui aujourd'hui pèse terriblement sur le système, enfin sur le pays, sur le choix démocratique, c'est l'endettement chronique et croissant. L'endettement a été multiplié par 5 en 10 ans. 23 milliards de dinars en 2010, 100 milliards de dinars en 2020. Et je ne veux pas encore rajouter sur cette situation économique catastrophique, simplement pour dire que nous avons une économie de rente en Tunisie. Et pas la rente telle qu'elle existe dans les pays pétroliers, etc. La rente par rapport à l'État. C'est l'État en Tunisie qui a produit ce capitalisme rentier. Et donc, vous voyez bien que ces groupes qui se sont développés en Tunisie grâce à l'État, donc grâce à notre argent, aujourd'hui, dans un contexte bien particulier d'avant, aujourd'hui, eh ben, ils jouent un rôle énorme. Alors, ça, c'est la situation économique, mais aussi nous avons une situation sociale qui a été toujours mouvante depuis le début, depuis 2010. Les conflits sociaux n'ont pas connu de pause depuis l'avènement de la Révolution. Sporadiques, certes, circonscrits à des enjeux locaux, catégoriels, ces mouvements sont récurrents. Ils expriment d'une manière, ils nous rappellent à chaque fois l'urgence d'une transformation économique profonde. Le danger qui est là, le danger, c'est que parfois, pas toujours, dans tous les cas, ces mouvements, ou certains de ces mouvements, peuvent être, ils sont parfois instrumentalisés par des forces populistes ou des extrémistes religieux, voire, qui tout en se drapant d'un discours révolutionnaire, si vous entendez les gens de Telef Kalam, ils parlent que de révolution, hein, pas d'autres. Et dénature ces revendications sociales légitimes, à l'instar, par exemple, de 2007, du conflit d'Al-Kamour. Kamour, c'est un puits de pétrole dans le sud. Aucune force aujourd'hui n'apparaît en mesure de fédérer ce mécontentement. Donc, il constitue un peu des sortes de jacqueries à la tunisienne, hein, qui apparaît.
ce qu'il faut signaler, c'est que la Tunisie est arrivée à un stade alarmant de précarité, de détresse sociale, voire de pauvreté endémique, et un sentiment profond d'injustice, en particulier dans les régions de l'intérieur du pays, dans les quartiers populaires, sentiment renforcé par un sentiment d'abandon, voilà, par la classe politique tout entière et par les partis, d'où le sentiment anti-parti d'une manière générale. Et les décideurs apparaissent comme des vautours, des incompétents, des corrompus, enfin bref, vous connaissez ça, y compris parfois en France. Et bien sûr, il y a une absence aberrante d'une vision économique, sociale claire, capable de redonner l'espoir. On observe aussi, quand on voit les conflits sociaux en Tunisie, peut-être trois remarques. Il y a d'abord des conflits emblématiques. Hein. Legs du passé, les chômeurs diplômés, travailleurs des chantiers. Travailleurs des chantiers, ce sont des travailleurs, c'est un système qui a existé à l'époque de Ben Ali, et pour mettre des gens là-dessus qui travaillent à un quart de temps, un demi-temps, pour des salaires de misère, en fait, c'est des boulots d'occupation, beaucoup plus qu'autre chose. Mais il y a aussi des abcès de fixation dans les conflits sociaux qui n'ont pas encore trouvé de solution. Les phosphates de Gaf Sadari. Phosphate représentait à un certain moment 10% des rentrées en devises, excusez du peu, en Tunisie, 10%. Énorme. Aujourd'hui, il ne représente rien. Zéro. Quasiment zéro. On importe même du phosphate. D'exportateur de phosphate, on est devenu importateur de phosphate. Et puis le pétrole, cette catastrophe, voilà, donc il y a. Autre élément par rapport aux conflits sociaux, c'est que par moments, ce sont des régions entières qui se manifestent, qui se révoltent en quelque sorte. Le phénomène de coordination régionale existe. Et puis, nous avons des nouveaux mouvements sociaux qui ont récemment défrayé la chronique, notamment le soulèvement des jeunes en janvier 2021 plutôt. Voilà donc ce qui me permet de traiter le troisième point, qui est l'émergence des questions sociétales et environnementales. Car la Tunisie, des dernières années, a permis de traiter les questions tabous. Les questions tabous ont été mises à l'épreuve du débat public. Avant, c'était des questions qu'on mettait un peu de côté. Parmi les questions tabous, l'homosexualité, qui est toujours punissable de par la loi tunisienne. Et je me rappelle par exemple que le feu BGK Sepsi a refusé catégoriquement la dépénalisation de l'homosexualité. Je dis bien dépénalisation. Et puis, il y a la pratique persistante et violente du test anal en vertu d'un texte scandaleux qui existe encore. Nous avons aussi sur les questions qu'on peut appeler sociétales, la loi sur les stupéfiants, la loi 52. Quelques chiffres pour vous donner l'étendue des dégâts de cette loi. Elle envoie chaque année des milliers de jeunes en prison. Ça représente un tiers de la population carcérale. Près de 14% des jeunes de moins de 17 ans consomment la Zatla. La Zatla, c'est un peu le hash, tu vois. 14%. Estimation donnée par le ministre même de la Santé, le 3 janvier 2017, devant la Commission de la législation générale de l'Assemblée. Plus de la moitié des personnes en détention provisoire, 6 662 sur 12 000, sont l'objet de poursuites pour consommation de stupéfiants, loin, très loin, devant les prévenus accusés de crimes terroristes, 1747. Toujours la même source. Le nombre des procès pour consommation de stupéfiants, il s'agit tout simplement d'une petite cigarette de hache, d'un petit joint, comme on dit, a été multiplié entre 2000 et 2016, passant de 731 à 5744 procès. À croire que, c'est toujours la même source du ministère de l'Intérieur, à croire que la police ne s'occupe que de ça, quoi. Pas d'autre chose. Bon. La police et la justice. Autre question sociétale, et je passe parce que très vite, c'est le racisme. C'était une question taboue pendant un certain temps. Et la révolution et la période récente a permis de faire émerger, d'abord par les Tunisiens noirs à l'intérieur, qui se sont organisés et qui ont posé cette question, et puis par la présence
des, des Noirs d'Afrique, des Africains de l'Afrique subsaharienne qui ont utilisé la Tunisie comme lieu de passage, et que certains d'entre eux se sont installés en Tunisie. Et donc, on a dû, et là, c'est alors l'honneur de la Tunisie et de l'Assemblée, d'avoir voté une loi relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale le 23 octobre 2012, mais cette loi tarde à se concrétiser. Absence de décret d'application, absence de mécanisme de suivi, etc. Bon. Autre question sociétale, c'est la question de Harraga, les immigrés, et qui vraiment a dominé par moments le débat public, en tout cas l'espace public. Et cette question-là ne cesse de revenir, parce que malheureusement en Europe, on associe aux attentats que les Tunisiens ont commis ou recommis dans tel ou tel lieu, Nice, Berlin, etc. Mais un autre phénomène qu'il faut quand même voir, qui est encore aussi grave, c'est la fuite des cerveaux en Tunisie. La Tunisie est en train de se vider de ses compétences. Médecins, informaticiens, cadres, voire même avocats, juges, universitaires, etc. Des milliers et des milliers de Tunisiens ont quitté la Tunisie pour s'installer en France ou ailleurs. Un point nouveau dans ce contexte, c'est, mais je ne veux pas développer parce que je n'ai pas le temps, c'est les enjeux de l'environnement ou du climat en Tunisie qui est vraiment apparu comme une nouvelle question. Le problème de climat, le problème de l'eau. Le problème de l'eau est très grave en Tunisie. Je vais dire simplement deux mots. C'est que, bien sûr, la Constitution a consacré un article pour l'eau. Le droit à l'eau est garanti. La préservation de l'eau et son utilisation rationnelle est un devoir de l'État et de la société, etc. Et c'est une question qui est quasiment quotidiennement soulevée par les médias. On se plaint de la qualité de l'eau, on se plaint des coupures intempestives, du prix, le prix, parce que tu augmentes considérablement. À l'évidence, l'État n'est pas en mesure et les moyens pour concrétiser les dispositions de l'article 44 qui a été consacré à l'eau. Et en particulier, de pouvoir corriger et redresser une répartition spatiale de l'eau qui est inégale. En gros, l'eau en Tunisie est fabriquée par le nord-ouest. Donc, c'est là où l'eau. Mais l'eau du nord-ouest va vers le tourisme, vers les grandes industries consommatrices, alimentaires, l'agriculture, mais toutes ces industries-là sont situées sur le littoral. C'est pas dans le... Quant au sud du pays, qui est riche en réserves profondes, il a connu une surexploitation d'un grand nombre de nappes phréatiques dont une grande partie n'est pas renouvelable. Et donc, on se rapproche à pas de géant vers l'extension de ces ressources et vers ce qu'on sait maintenant du stress hydrique, etc. Voilà, j'arrive au point de conclusion. Alors, pour dire quoi? Pour dire, il y a, à mon avis, en quelque sorte, deux sortes de Tunisie. Il y en a une qui continue à être plus ou moins célébrée à l'international, comme un exemple, même s'il a des défauts de réussite, pays du prix Nobel, et celle qui, au quotidien, fait souffrir du chômage de masse, l'environnement dégradé et une corruption endémique. L'évolution qu'a connue la Tunisie ces 10 dernières années a de quoi ébranler la confiance, l'espoir né de la révolution. Et la question de la réversibilité du chemin vers la démocratie se pose réellement. En particulier quand on constate ce que j'appelle un effet anesthésiant de la Constitution. Car là, on a, en gros, une bonne Constitution dans son volet, à mon avis, liberté, beaucoup moins dans les autres volets. Mais cette Constitution, elle n'est pas en adéquation avec les lois qui existent aujourd'hui. Et puis, il y a une hypocrisie qui s'est instaurée depuis d'ailleurs l'adoption de la loi électorale en 2011. C'est ce que j'appelle l'hypocrisie de l'article 15. L'article 15, à l'époque de la loi électorale 2011, interdisait aux responsables des anciens régimes de se présenter aux élections. Mais c'est comme si on vit un paradoxe. Donc, dans un premier temps, un paradoxe démocratique, on va le dire. Dans un premier temps, donc, on assure l'alternance qui est favorable aux opposants, et puis on n'a pas œuvré depuis, on n'a pas cessé d'œuvrer pour la réhabilitation des hommes et des femmes de ce régime
qui ont repris le poids de la bête, surtout dans des moments de crise, de difficultés économiques et d'incertitude. On vous l'a dit, on n'aurait pas dû changer. On était mieux avant. Ben Ali était encore mieux. Et effectivement, aujourd'hui, beaucoup de Tunisiens pensent comme ça. On était mieux avant. On pouvait, etc., etc. Il y a aussi ce paradoxe, un autre paradoxe, c'est cette atonie générale des partis, un nombre considérable de partis qui s'agitent, mais sur place. L'économie, vous l'avez vu, les chiffres sont mauvais, il y a une perte de confiance. Le dialogue national, qui était à un certain moment utilisé comme un outil important pour sortir d'une crise, n'est pas encore repris, malgré la gravité de la situation. Il devient en quelque sorte simplement un simple effet d'annonce ou une question tactique. Il n'y a pas réellement une volonté pour sortir le pays de cette situation. Et puis, d'urgence, ce que j'appelle moi l'urgence des urgences. Et la question suivante. Combien de temps la Tunisie peut-elle continuer à contracter des dettes pour payer les salaires? Les Tunisiens, c'est vrai, ils ont démontré jusqu'à présent une capacité à surmonter les difficultés, en faisant bref preuve d'un attachement solide au choix de la démocratie. Il est vrai, réduit aux élections. Ils ont parfois, au prix de compromis, et il faut des compromis quand on fait de la politique, voire parfois de renoncement, surmonter quelques défis et des crises importantes. C'est vrai qu'on a longtemps vanté la modération des Tunisiens, aussi bien des acteurs que de la population. Je dirais, moi, le caractère pacifique, pas de la modération. Et peut-être ce caractère pacifique a permis de faire valoir une vision idéalisée de la gestion des crises et des affaires publiques, mais n'a pas empêché la poursuite de la chute du pays, surtout face à la désaffection de la population vis-à-vis de la démocratisation et parfois la colère et les protestations violentes, souvent légitimes, contre l'incapacité des dirigeants et des partis à trouver des solutions pour les problèmes des jeunes, des régions, chômage, etc. Je crois même qu'il est temps peut-être de critiquer la manière dont nous avons pensé et engagé la dite transition. Ce mot est devenu une fétiche de la post-révolution, alors que la révolution a bousculé la transitologie, vous savez, cette science qui nous est venue des États-Unis, celle des chercheurs et celle des organismes internationaux. Notre fixation sur ce terme transition, compris comme un sésame de la démocratie, a contribué à l'occultation de la question sociale. La logique transitionnelle induit une distinction dans le temps post-révolutionnaire. D'abord, l'institutionnalisation avant les réformes économiques et sociales. La liberté avant le social. L'illusion sur laquelle la démocratie politique précède la transformation sociale et économique nous a conduit à une double impasse. La construction démocratique compromise et le changement social remis au calendrier. Je vous remercie et veuillez m'excuser si j'étais un peu trop long. Merci. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Écoute, merci beaucoup. Hein, c'était très, très riche à tel point qu'on a du mal même à tout. Mais on va relire nos notes et on retrouvera le fil des choses. C'était très... Je peux vous envoyer l'intervention, s'il vous plaît. Avec plaisir. Avec vraiment un grand plaisir, si tu veux bien. On va la distribuer à ceux qui nous ont fait la demande. Donc maintenant, on a un temps d'échange. Il y a beaucoup de questions, certaines un peu controversial, enfin un peu discutables, mais je vais te transmettre dans l'ordre des... alors, il y a des commentaires de Nadia. Nadia, tu veux prendre la parole pour dire ce que tu nous as écrit? Peut-être c'est plus simple plutôt que de... si tu veux bien. Moi, j'ai juste j'ai pas de questionnement particulier. Par contre, Kamel m'a interpellé sur la question de la nature du régime bicéphale, hein, en fait, qui est une répartition du pouvoir. Elle est due au contexte du moment où on a écrit cette constitution. Elle est due à
il y avait une obsession, celle de ne plus confier le pouvoir à un seul homme. On était tous traumatisés par la dictature, en fait, nous a marqués tous. Et au moment où on s'est retrouvé dans la constituante, le choix qui a été fait de la nature du régime, de la conduite de la constituante dans les pouvoirs provisoires, c'était un régime assemblaire. Donc le régime assemblaire est un peu comme un régime parlementaire en fait. Et c'était celui que défendait Nava. Et on n'en voulait pas. On n'en voulait pas. Et c'est là où moi je dis, il y a eu quelque part, on nous a abandonnés sur ce volet-là. La société civile n'a pas été avec nous sur cette question de la partie de l'accompagnement de la rédaction de la Constitution. La société civile s'est complètement désintéressée au chapitre, en fait, qui avait lien avec la répartition des pouvoirs. Et on s'est trouvé, nous, avec une Nava, les islamistes qui voulaient absolument un régime parlementaire. Et n'oublions pas qu'à la veille même de démarrage de la constituante, il y avait une pétition réclamant un régime parlementaire en Tunisie, initiée par le POCT et par d'autres partis. Hein. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était uniquement Nava. Et dans l'Assemblée, il y avait deux petites composantes qui étaient le CPR et le PDP, mais qui ne pesaient pas, qui étaient pour un régime présidentiel fort. Et les autres, moi je sais que nous, on avait défendu le régime mixte à la portugaise, c'est-à-dire avec des pouvoirs d'empêchement. Et on n'a pas réussi réellement l'équation, on a réussi à un tout petit peu éclater les pouvoirs de manière à ce qu'il n'y ait pas un pouvoir parlementaire pur, en donnant quand même un peu de pouvoir au niveau de la présidence de l'État. Par contre, là où il y a un petit souci, c'est que vous savez, comme il n'y a pas eu de 2014-2018, 2019, c'est-à-dire le mandat d'après, on aurait dû faire un calendrier législatif pour fixer les priorités et commencer à l'harmonisation des lois avec la Constitution. Chose qui n'a jamais été faite réellement au niveau de l'Assemblée elle-même et au niveau du gouvernement en place à l'époque. Et le gouvernement en place à l'époque, je rappelle que c'était une alliance islamiste avec Nidetouns. Ce n'était pas que Nidetouns avec ses 4 partis éclatés, c'était aussi avec les islamistes. Et eux, ils ne voulaient surtout pas, ils ont continué à reconduire à peu près les mêmes choses, à savoir des choses pour apaiser, c'est-à-dire on crée quelques emplois dans la fonction publique, on met en place, à part la loi sur les violences, la lutte contre les violences faites aux femmes, il n'y a aucune loi significative qui a été votée réellement pendant ce mandat qui soit par rapport à l'harmonisation avec le texte de la Constitution. Et encore, ça a été fait pour des raisons électoralistes de la part de Nidetouns, hein, moi je dirais, même plus loin, pour garder le lectorat féminin. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y a aussi la manière de faire interpréter le texte par celui qui occupe le poste à Carthage. Nidetouns et Beji Caïd Sebsi a fait preuve d'une forme de discrétion pour ne pas faire de l'ambre et pour ne pas rentrer en conflit. Et il a aussi, par moment, n'a pas pris le peu de pouvoir qu'il avait pour imposer d'autres lectures. Et d'ailleurs, je me souviens d'une erreur d'interprétation dans les renouvellements de ministres qui repassaient par l'Assemblée, alors que la Constitution ne l'a jamais dit. Mais je me souviens, Habib Sid a représenté des ministres lors d'un remaniement, alors que la confiance est accordée au chef du gouvernement et non pas à chaque ministre à part. Des choses de cet ordre-là, les premières interprétations influent ce qui se passe derrière aussi. Et chacun a fait comme à sa sauce en l'absence d'une cour constitutionnelle, en fait. Merci Nadia, merci beaucoup. Kamal, je te propose 2 questions de nos amis qui ont suivi ta présentation. Et après, je te redonne la parole. On va prendre 2-3 questions, si tu veux bien. Donc, la première, c'est Vincent Lefebvre qui te dit, diriez-vous
qu'il y a un certain manque de volonté de la part des politiques de lutter contre l'impunité dans le cadre du processus de justice transitionnelle. Est-ce qu'il y a un manque de volonté politique dans la lutte contre l'impunité dans le cadre de la justice transitionnelle? Ça, c'est une première question. Et je voulais aussi te poser cette autre question qui n'a pas grand-chose à voir avec la première. C'est, avez-vous une explication à donner du fait que la Tunisie fournit un grand nombre de djihadistes, nous dit-on dans le monde? En France, il y a plusieurs attentats, dont d'ailleurs celui d'hier à Rambouillet. Donc voilà, deux premières questions ponctuelles, réponse un peu rapide parce qu'il y a plein de questions qui suivent. Merci. Oui, alors peut-être sur la question des djihadistes, moi, je n'ai pas d'explication. Vous savez, ça fait partie des débats récurrents sur le djihadisme, etc. Je ne sais pas si j'ai envoyé une interview que j'ai donnée à Hérodote, j'ai envoyé le texte à Giovanna, où je traite de manière un peu plus fouillée cette question. Enfin, je donne mon point de vue, hein, donc, mais sur la question. Mais je pense que le contexte à l'époque tunisien, c'est-à-dire, je parle de 2012, 2012 c'était l'année, à mon avis, quand je dis noir, c'est l'année vraiment catastrophique que la Tunisie a vécue. C'était une année où est livré, bon, l'ANC discutait de la question de la Constitution, d'autres questions, mais la rue était quasiment une rue salafiste. Les meetings, la violence a commencé. Les chefs salafistes qui n'étaient pas, mais parfois même interdits de séjour dans certains pays du Moyen-Orient, eh ben, étaient accueillis comme des grandes vedettes en Tunisie par les grands chefs tunisiens, notamment de partis islamistes, etc. Et donc, c'était l'année aussi où même au sein même de l'ANC, il y avait l'appel al-Jihad pour la Syrie. On appelait les jeunes à... C'était l'année aussi où il y avait toute une lutte acharnée pour mettre la main sur les mosquées en Tunisie. Il y a à peu près 5000 mosquées en Tunisie. Et sur les 5000 mosquées en Tunisie, on chiffrait à l'époque 400 ou 500 mosquées qui étaient dominées par les salafistes djihadistes. Et c'était des mosquées où les gens ne pouvaient même pas entrer parce qu'il fallait être parrainé par la ministre pour entrer. C'était des lieux d'embrigadement des jeunes. Des lieux d'embrigadement des jeunes. Et les discours, quand on analyse les discours, donc les faits sont là, c'est enregistré. Hein, c'est pas, moi, j'ai dit, on peut trouver ça. Quels discours on donnait dans ces mosquées-là, y compris les mosquées non seulement dirigées par les salafistes, mais aussi les mosquées dirigées par Nahda, par des imams Nahda, ils appelaient le djihad. Et puis même, il y a d'autres éléments. Beaucoup de gens atterraient l'intention du gouvernement à l'époque, notamment du ministre de l'Intérieur, qui était à l'époque, je dis son nom, ça va me revenir, pour lui signifier qu'il existe effectivement des mouvements louches. Il y a eu des armes qui ont été volées de certains lieux. Il y a un trafic d'armes qui a commencé à s'instaurer avec la frontière libyenne. Enfin bref, tous ces éléments, le gouvernement de la Troïka à l'époque critiquait ceux qui l'avertissaient sur le danger de ces réseaux qui sont en train de mobiliser les jeunes Tunisiens vers les fronts de combat, que ce soit les fronts de conflit, que ce soit Libye, puis la Syrie, etc. Alors voilà, donc c'est vraiment une question, c'est une question qui montre le gâchis, c'est un véritable gâchis que la Tunisie a connu. Le djihadisme existait bien avant la révolution, mais était réprimé par Ben Ali. Il y avait à peu près de 1700, à peu près 2000 jeunes, pour la plupart, qui ont été arrêtés pas par des actes djihadistes, mais parce par le soupçon du djihadisme, c'est différent, et que une fois la révolution eue, le gouvernement Ranouchi n'est pas le chef islamiste, Ranouchi qui était le premier ministre de Ben Ali, il s'appelle Ranouchi Sy, a décrété l'amnistie internationale, l'amnistie générale.
Et on a vu donc la sortie de ces prisons, des centaines de jeunes totalement bien, comment dire, formatés idéologiquement pour devenir par la suite aussi des chairs à canon en Tunisie, un peu en partie, mais aussi après dans les autres pays, etc. Donc, plusieurs facteurs ont joué. Et puis, bon, la situation internationale a joué aussi. Il y a une offre internationale auquel des jeunes Tunisiens répondent et des réseaux tunisiens ont payé pour être djihadistes. Ce n'était pas gratuit, ce n'était pas que les convictions, ce n'est pas vrai. Les gens allaient aussi pour gagner un peu d'argent, et même beaucoup d'argent, comptant. Donc, vous voyez, c'est un sujet complexe, et moi, c'est un sujet qui m'a toujours attiré, mais pour essayer de comprendre comment ce pays qui était le pays de Nobel, le pays des luttes de femmes, puisse produire en même temps des phénomènes comme ça. Et je pense que fondamentalement, la situation, les ingrédients restent encore, parce qu'on n'a pas encore traité ces questions sérieusement. Moi, je me rappelle, quand j'étais ministre, le Premier ministre m'avait chargé d'organiser un congrès contre le terrorisme. J'ai travaillé avec une équipe pendant au moins 2 mois pour organiser ce congrès. Et un des thèmes principaux de ce congrès, c'était effectivement le djihadisme des jeunes, etc. Bon. Eh bien, il n'a pas eu lieu, le congrès. Il n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a eu peur en Tunisie d'affronter cette question-là, de manière publique, transparente. Et parce qu'aussi, il y a des intérêts politiques. Évidemment, Nahda avait peur d'être l'objet d'un procès, quoi. Parce qu'on va effectivement instruire un procès des pratiques du gouvernement dominé par Nahda et de Nahda lui-même, et même de son réseau, etc. Bon. Mais pas que, en tout cas. Ça, c'est d'une part. D'autre part, par rapport à la justice transitionnelle, à l'évidence, il y a non seulement un manque de volonté, ça c'est évident, parce que je me rappelle bien, publiquement, Beji Caid Essebsi était contre la justice transitionnelle. Il n'a jamais caché le fait qu'elle est contre la justice transitionnelle. Mais pas que Beji Caid Essebsi, qui était président, avant il était ministre, le Premier ministre, rappelons qu'il était Premier ministre de mars 2011 jusqu'à décembre 2011. Donc, donc, mais il y a aussi, disons, je crois il faut être en capacité de faire une autocritique. On a commis pas mal d'erreurs sur cette question. On n'a pas pris au sérieux la question de la justice transitionnelle et on n'a pas surtout fait l'effort de pouvoir donc la transcrire, j'allais dire, pardonnez-moi le mot, je ne trouve pas, dans la culture tunisienne. On a en fait, on a copié-collé, quoi. On a pris des dispositions, des mesures. On a été plus dirigé, orienté par des experts dont je ne mets aucunement en doute ni leurs compétences, ni leur honnêteté, mais par des expériences étrangères, beaucoup plus que de se poser la question sur cette justice transitionnelle qui doit nous permettre à se réformer. D'abord, non seulement à lutter contre l'impunité, bien sûr, mais aussi, surtout, à se réformer pour que ça ne se reproduise plus. La question, c'était, or, à un certain moment, cette justice transitionnelle, comme d'ailleurs d'autres questions, a été orientée autrement. Et donc, nous avons commis des erreurs. Cependant, le processus nous a permis aussi à pouvoir donc connaître, en tout cas pour une large partie du public, qu'était la réalité de la répression, la totalité de la torture, les souffrances dont une partie des Tunisiens ont subi pendant l'époque de Ben Ali, bien avant. Bon. Et puis, la loi qui a été votée est une loi impossible à réaliser en Tunisie. Savez-vous que, par exemple, la période qu'elle devrait traiter, c'est de 1956 au jour de jusqu'à la date de l'adoption de la loi, plus d'un demi-siècle. Et en plus, elle doit traiter de tous les crimes, y compris des crimes électoraux. Imaginez comment on peut instruire, par exemple, qu'il y avait un crime électoral en 1957. C'est impossible. Des témoins même ont disparu. Donc, bon, vous voyez, donc, la façon dont on l'a traité, il y a eu instrumentalisation, et c'est dommage. Mais elle a aussi réalisé, il y a des enregistrements, des débats publics qui sont absolument indispensables.
Le rapport, en dépit de ses manques, il y a des manques, il est une pièce importante, hein, mais malheureusement, les recommandations ne vont pas se mettre en place parce que précisément, il y a ce manque de volonté, il y a cette question est devenue problématique, quoi. En gros, et comme j'ai parlé d'hypocrisie tout à l'heure, c'était un peu... Donc, oui. Excuse-moi, je t'interromps, mais non, il y en a une qui va un peu dans le prolongement de ce que tu as dit, mais tu as dit beaucoup de choses, mais je te la lis quand même pour être correcte. On te remercie beaucoup pour ton intervention. La question est la loi contre le terrorisme a été critiquée par plusieurs organisations pour être en conflit avec les droits de l'homme. En 2015, pardon, le président Essebsi a proposé une loi d'amnistie pour les terroristes qui n'avaient pas commis de crimes violents. Mais la population a été rejetée par la population. 2015. 2015. C'est la question de Aïda Traïdi. Je ne sais pas si elle veut parler directement. Ah ben, il faut mieux qu'elle précise quoi sa question, c'est mieux. Oui, attends, je finis de la lire. Donc, les organisations de la société civile ont argué que les terroristes devraient être punis. Et l'opinion publique a-t-elle changé, c'est ça la question, a-t-elle changé sur cette question-là? Et aussi, les autorités tunisiennes ont-elles développé un programme de réinsertion de ces personnes? Mais je te demanderai de répondre rapidement parce qu'il y a vraiment encore 2 ou 3 questions que je voudrais te poser de la part de nos amis. Il faut peut-être préciser la question parce que je ne me rappelle pas en 2015 qu'il y a une proposition de loi dont l'objet et des djihadistes qui n'ont pas pratiqué la violence. Par contre, le débat public est tourné autour du retour des djihadistes qui auraient commis des crimes sur le terrain de la Syrie, par exemple. À l'époque, le régime syrien avait arrêté à peu près 400 djihadistes tunisiens dans les prisons syriennes. Et même, il y a une équipe de télé qui est allée là-bas, et même une délégation, y compris des députés tunisiens, sont allés en Syrie pour discuter aussi bien avec le régime syrien et même rendre visite à certains d'entre eux, à ces djihadistes. Et la question était de dire, si ces djihadistes rentrent donc, en Tunisie, c'est d'ailleurs la même question qu'on pose aussi en Europe, etc., que faut-il faire? Comment traiter cette question-là? Évidemment. Et peut-être à l'époque, certains, je ne me rappelle pas comme j'ai pas s'il l'a dit, mais enfin, il faut peut-être préciser, qu'il était dit que pour ceux qui n'auraient pas commis de crime, eh ben, il y aura un traitement particulier, etc. Et puis la question de fond était qu'ils ont commis des crimes, donc ils doivent être jugés. Voilà. Sauf que nous n'avons pas de dispositions à cet égard-là. Non seulement nous n'avons pas de politique, hein, et je reviendrai sur la politique, sur la loi contre le terrorisme, mais nous n'avons pas les moyens, et peut-être pas aussi pas la volonté de les traiter. Et donc, nous n'avons pas traité cette question de manière sérieuse. S'agissant de la loi contre le terrorisme, c'est une loi qui est contraire aux droits de l'homme sur plusieurs points. Le premier, c'est la question de la peine de mort. Moi, cette loi-là, je ne l'ai pas votée. Je n'étais pas le seul. Il y a d'autres ministres, Latif Al-Akhdar n'a pas voté. Mahmoud Mouranda n'a pas voté. On était 6 ministres. Et quand j'étais ministre, en général, le vote intervient quand il y a des divergences. 2 ou 3 fois, parmi les fois où il y a eu des divergences réelles, il y a cette loi-là, je n'ai pas voté et même j'ai fait des déclarations qui étaient critiques vis-à-vis de cette loi-là. Bien que cette loi-là ait été produite par un démocrate, hein, Mohamed Salah Ben Aïssa, qui est démocrate de gauche même. Bon, donc c'est pas, vous vous dites, et donc, et cette loi-là, donc, par certains côtés, elle peut nous permettre à se conformer aux normes internationales, parce qu'il y avait la pression internationale qui demandait à ce que la Tunisie se dote d'une loi antiterroriste, et c'est des normes internationales qui conditionnent l'aide financière en plus. En plus, pour pouvoir accéder à l'aide financière, il faut qu'il y ait ces normes-là. Mais et en même temps, donc, il y a d'autres côtés qui concernent la modernisation de notre législation.
Mais la peine de mort a été maintenue à 19 fois, je crois. Donc, et donc, c'est la raison pour laquelle, personnellement, je ne l'ai pas voté, y compris mes collègues. Voilà. Il y a deux questions qui nous déplacent complètement dans notre thème. C'est la relation entre la Tunisie et les institutions internationales, et l'Union européenne en partie. Donc, il y en a une de Britain qui dit, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le rôle des institutions internationales FMI et OMC en Tunisie depuis 2011? Vous avez 3 heures. Non, c'est une blague. Et l'autre que je mets ensemble, même si ce n'est pas tout à fait la même, mais enfin, c'est la question de Sophie qui veut comprendre mieux les relations Tunisie-Union européenne. Donc maintenant, on regarde plutôt du côté des institutions internationales. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, sachant qu'il est 17h23? Oui, oui, je peux dire, mais justement, tu permets 1 minute simplement. Il y a une autre loi qui, d'ailleurs, peut être à l'ordre du jour, oui, contre laquelle je ne suis pas le seul, la société civile aussi, des partis politiques se sont élevés. C'est une loi qui vise à protéger la police. Ça s'appelle la loi de protection des policiers contre les agressions, un truc comme ça. La traduction n'est pas parfaite. Et en fait, c'est une loi qui garantit l'impunité totale aux policiers. Elle est revenue d'ailleurs l'année dernière, périodiquement. Elle a été mise en place en 2012 à l'époque de la Troïka et de Nada. Rappelez-vous, parce qu'il y a un autre élément qu'il ne faut jamais oublier s'agissant de l'islam politique en Tunisie, c'est que Nada ne raisonne pas uniquement tunisien, elle raisonne régional et international. Ce qui s'est passé en Égypte et le coup violent d'État de Sisi plutôt, en Égypte, a eu un effet énorme, énorme, et sur l'islam politique en général. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, l'impact de la situation régionale pèse beaucoup dans, entre guillemets, la modération, entre guillemets, des positions des islamistes en Tunisie, notamment de Nahda. Et donc, à l'époque, rappelez-vous, enfin, on peut se rappeler, comment s'appelle le ministre de l'Intérieur? Bon, il y avait une loi pour soi-disant protéger les policiers contre les agressions. À quoi ils font référence? Ils font référence à l'époque de la Révolution, au lendemain de la Révolution, où un certain nombre de locaux de la police ont été attaqués, où un certain nombre de policiers ont été attaqués, et que pendant un certain moment, les policiers ont pris peur. Ah tiens, les pauvres. Pour un instant, pour quelques moments, c'est eux qui ont peur et non pas les Tunisiens. Donc, parce que pendant des années, c'est eux qui terrorisent les Tunisiens, c'est-à-dire l'institution, je parle de la police, etc. Et donc, comme un effet de revanche, et d'ailleurs, ils sont souvent animés par l'effet de revanche, notamment aujourd'hui par les syndicats policiers, ils ont fait en sorte d'introduire une loi qui les protège, ça veut dire qu'ils les rend impunissables, quels que soient les crimes qu'ils commettent, y compris le décès d'une personne dans les locaux policiers sous les effets des mauvais traitements ou la torture, etc. Bon. Eh bien, cette loi-là a été proposée en 2012, elle a été retoquée, la société civile est montée en flèche. Ensuite, elle a été proposée à l'époque de Mehdi Juma, en 2014. Elle a été retoquée. Ensuite, elle est revenue à l'époque, après 2014, là où j'étais ministre, par le ministère de l'Intérieur lui-même. C'est toujours le même ministère de l'Intérieur qui propose. Et elle a été proposée à l'Assemblée en dépit des oppositions de la société civile et même de l'opposition, y compris à l'intérieur du gouvernement. Donc, bon, je ne rentre pas dans le détail là-dessus. Personnellement, j'ai menacé de démissionner. Et d'ici cette loi-là, moi, je pars. Donc, et profitant de l'absence du président, parce qu'il était pour aussi, à l'occasion d'une visite officielle que nous avons organisée, qui a été organisée en France, et de mon absence de quelques ministres, la loi a été passée dans le Conseil des ministres pour aller vers l'Assemblée. Mais malgré cela, elle était opposée. La société civile s'opposait totalement. Jusqu'à il y a une année, ils ont ressorti cette loi-là et la société civile s'est opposée. Mais c'est une loi qui reste encore, qui peut encore être adoptée. Et donc, il y a un risque aujourd'hui même, dans le cas de rapport de force actuel, que cette loi totalement liberticide risque de passer. Voilà un petit mot. L'Europe et la Tunisie, c'est... Bon, l'Europe, l'FMI, les instances internationales. D'abord, l'Europe conditionne son aide en Tunisie par l'accord des instances internationales. Donc, il y a un lien entre l'Union européenne et le FMI.
tous les programmes d'aide ou de coopération, de partenariat, notamment de coopération financière avec la Tunisie, sont conditionnés par le fait que la Tunisie accepte des conditions du FMI. Et c'était l'une des critiques qu'on adresse à l'Europe quand on parle des relations et du futur entre la Tunisie et l'Union européenne. Et l'Europe ne se détache pas des institutions internationales quand elle traite avec la Tunisie. De la même manière, l'Europe ne se détache pas de la logique libérale totale quand il s'agit du commerce. Et l'autre point de divergence, et de divergence réelle, et pas que les gens progressistes, mais beaucoup de Tunisiens, y compris les gens qui sont de milieu d'affaires, c'est l'ALECA. L'ALECA, c'est cet accord commercial qui doit régir donc nos relations et qui conditionne le reste nos relations avec l'Union européenne, sachant que le commerce avec l'Union européenne est quelque chose de déterminant pour nous. On importe pratiquement autour de 80% et on exporte pratiquement au même pourcentage. Donc, pour nous, l'Union européenne est vitale. C'est vital. Et notamment, 4 pays de l'Union européenne sont vitaux pour nous. La France, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Donc, on ne peut pas se permettre le luxe de ne pas avoir un accord avec l'Union européenne. Les questions qui se posent, quel type d'accord, sous quelles conditions et quel impact ces rapports, ces accords peuvent avoir sur notre économie, sur notre avenir, sur l'avenir de nos enfants et sur notre démocratie. Parce que les accords commerciaux n'ont rien à voir avec la démocratie. Quand l'Union européenne négocie commerce, elle négocie commerce. Et je dirais même plus, elle s'en fout de la démocratie. Donc, c'est ce que l'Union européenne veut, c'est en gros libéraliser les échanges selon les règles qu'elles sont. En fait, en gros, c'est quoi consiste l'ALECA? En gros, consiste à ce que la Tunisie adopte la législation européenne en matière commerciale, dans différentes. C'est ça exactement. C'est un rapprochement réglementaire. Mais ce rapprochement réglementaire, qui aujourd'hui permet à l'agriculteur français ou italien d'être subventionné, ne le permet pas pour l'agriculteur tunisien. Qui permet aujourd'hui aux tomates de l'Espagne de bien circuler dans l'Union européenne, ou à l'huile d'olive, qui est notre ressource principale, donc ne le permet pas. Vous savez que l'huile d'olive est sous quota en Union européenne. Il y a un quota. Donc, pourquoi? Pour des raisons. Alors, parfois, on explique phytosanitaires ou des raisons techniques, mais en réalité, pour des raisons commerciales, d'intérêt commercial. Donc, l'ALECA, par certains côtés, peut nous être dans les domaines où on peut être compétitif. Les Tunisiens, ça peut nous intéresser, mais dans la plupart des domaines, non. Elle exclut d'abord l'agriculture, c'est quand même un élément, nos ressources principales. Et ensuite, elle nous impose des normes pour lesquelles nous n'avons même pas les moyens de pouvoir être égal à égal quand il y a la concurrence. Par exemple, la question de la mobilité n'est pas assurée. Alors, l'investisseur français ou allemand, etc., peut venir en Tunisie, s'installer, peut être régulièrement. On lui ouvre les portes. Mais un investisseur tunisien, par exemple, qui veut investir en Italie ou dans l'Union européenne, ne peut même pas, il doit avoir des visas, ne peut même pas ramener les compétences qu'il souhaite de Tunisie pour qu'il puisse réaliser son projet. L'Européen, oui, il peut. Et quand on interpelle une Européenne en disant « mais c'est pas égal, ça peut pas marcher », ben, ils disent la question du visa, c'est des questions des États. Ce n'est pas notre compétence de la Commission, c'est la compétence des États. Vous voyez quand même dans quel jeu on est. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le commerce. Donc, ça ne peut pas aller. l'ALECA ne peuvent pas être acceptés en l'état. Par contre, un accord d'échange, de partenariat qui permet d'intégrer les intérêts tunisiens, et ils sont nombreux, ils sont même vitaux, et pour la Tunisie et pour la démocratie, de nouvelles négociations, de nouvelles conditions, oui, et c'est ce que les Tunisiens réclament. Nous ne réclamons pas la rupture avec l'Union européenne. Non, même si le sentiment anti-européen est alimenté par les populistes, notamment quand on voit le sort qui est fait aux Haraga, aux immigrés tunisiens, à l'islam en France, par exemple, aux musulmans, etc. Mais au fond, la majeure partie des Tunisiens ne pense qu'à avoir des rapports corrects avec l'Union européenne, bénéfiques, mutuellement bénéfiques, et ça n'est pas garanti par l'ALECA. Alors, l'ALECA, c'est un aspect. Il y a un autre aspect, c'est la mobilité. La mobilité, la logique de l'Union européenne est une logique
policière, une logique qui vise à éloigner le plus possible les immigrés vers la frontière et à nous faire à utiliser la Tunisie, comme les autres pays, comme une espèce de sas, de filtre ou de mur pour que les immigrés ne viennent pas en Union européenne. Et pour cela, ils mettent les moyens, donc des compensations, mais ça ne peut pas marcher aussi chez nous. On ne sommes pas d'accord l'Union européenne là-dessus. Quand ils expulsent des étrangers vers la Tunisie, ils veulent nous obliger à les recevoir, à accueillir ces gens-là, soi-disant parce qu'ils sont venus de la Tunisie. Bref, ce sont des conditions qui ne sont pas normales, qui sont même à dénoncer. Donc ça, c'est le volet mobilité qui est encore l'enjeu de divergence, à l'écart de divergence, mais aussi le partenariat ne consiste pas à cela, simplement. Nous avons un accord de partenariat qui date de 1995, après il est devenu, il a évolué, et il y a des institutions communes, bilatérales, qui se réunissent, qui s'occupent d'un certain nombre de questions, mais qui sont pour l'instant, disons, vu l'état de l'Europe principalement, vu les priorités que l'Europe se donne aujourd'hui, pour l'Union européenne, c'est des choses qui ne sont plus aujourd'hui prioritaires. Ce qui est prioritaire pour l'Union européenne, c'est sa sécurité, c'est les questions de l'immigration et surtout sa sécurité d'approvisionnement. Le reste, malheureusement, on ne le sent pas malgré quelques discours qu'on entend par-ci, par-là. Alors, on ne veut pas dire que tous les Européens pensent comme ça. Je pense de la puissance Europe représentée par le discours officiel, mais on sait par ailleurs qu'il y a beaucoup d'autres Européens, ils sont à mon avis nombreux, dans différents modes, qui pensent à établir avec la Tunisie ou avec d'autres pays comme la Tunisie des relations basées sur la fraternité, l'équité, les intérêts communs bien compris, sur une mobilité réfléchie et qui soit bénéfique à tous, parce que, etc., etc. Donc voilà. Donc c'est un enjeu, mais ce n'est pas un débat national en Tunisie, la question de l'Europe. Ce n'est pas vrai. On a essayé de rendre ça. D'ailleurs, il n'est même pas un débat public en Union européenne. Quel pays parle de l'Union européenne et de partenariat avec les pays du Sud, sauf en termes d'immigration, négative d'ailleurs. Voilà. Merci Kamal. Merci beaucoup. Le temps est terminé. Il y aurait une petite autre question, mais seulement si tu réponds vraiment très très vite, parce qu'on doit respecter les droits économiques et sociaux de l'équipe de l'IREMO qui travaille le samedi. Et donc je pense que tu seras sensible à cet argument. La question, je sais que tu ne l'aimes pas trop, mais je te l'ai dit quand même, ça vient de Suzanne, donc je dois te la dire. En fait, où ça en est du Covid en Tunisie aujourd'hui? Évidemment, ça ne doit pas faciliter les situations économiques, la pandémie, mais surtout comment ça va de ce côté-là et comment tient le système de santé, mais vraiment très très vite, s'il te plaît, en 2 minutes de réponse. Je te réponds, c'est que je ne me sens pas en mesure même de réagir ou d'avoir une opinion sur la question, parce que ce n'est pas qu'une question de compétence, c'est que c'est un sujet d'abord pour lequel je trouve qu'on est décisif, quoi, carrément. Que ce soit en France ou ailleurs, on est décisif de la possibilité de parler de ce sujet-là, parce que d'abord, ne disposons pas des éléments qu'on peut considérer fiables pour traiter de cette question-là, les chiffres, le traitement, etc. Et parce qu'aussi, c'est une question qui est par excellence une question par laquelle on instrumentalise beaucoup de choses. Et on justifie beaucoup de choses injustifiables. Donc je suis incapable de parler de ce sujet-là comme ça, de Covid. Ce que je sais, c'est que les conséquences, c'est que ça a permis d'abord d'accentuer le caractère répressif du traitement. C'est un traitement répressif, le Covid en Tunisie. Quand on contrôle les quartiers, mais paradoxalement, les Tunisiens s'en foutent. On impose des mesures de barrières, mais les gens ne respectent pas. Vous allez en Tunisie, le commerce est ouvert, il n'y a pas de masque, très peu. Bon, bref, ça c'est d'une part. Donc, vous voyez, deuxième, puis il y a des mesures de couvre-feu, etc., mais que très peu de gens respectent en fin de compte. Bon, ça c'est un. Deux, les conséquences sont dramatiques sur le plan sanitaire, parce que non seulement on n'est pas en France, on est en Tunisie, l'état de nos hôpitaux sont un état lamentable. On a depuis longtemps déserté cet espace-là. Les investissements ont été réduits à peau de chagrin.
La situation de l'encadrement médical est telle que mais un médecin aujourd'hui en Tunisie, il réfléchit qu'à une chose, partir en France, parce qu'il est mieux payé, mieux considéré. On paie très peu, ces gens-là. Et pourtant, quand on a vu la première vague, qui était, vraiment l'avant-garde de la bataille contre la Covid? C'était le corps médical et surtout, c'était les femmes. Les femmes à tous les niveaux. Au niveau des responsables, vous avez un porte-parole femme absolument formidable qui enseignait même aux hommes des choses du bon sens, quoi, tu vois, comment il faut lutter. Et puis, jusqu'au bout, jusqu'au niveau infirmière, etc., on voyait des femmes se battre d'une manière... D'ailleurs, évidemment, des gens qui partent de Tunisie, notamment l'encadrement, malheureusement, c'est plus des hommes que des femmes, quoi. Donc, les femmes restent, sont plus combatives, plus enracinées voilà, dans leur terre, dans leur, etc., et ils restent là. Bon, à part ça, nous avons un gouvernement incapable. Merci, Kamel, merci beaucoup.